Bonjour et bienvenue, je vais vous parler donc de la conciliation proche aidance-travail. Je suis Mélanie Pérou, je suis la directrice générale en fait du regroupement des aidants naturels du Québec. On est un organisme de défense collective des droits pour toutes les proches aidants à travers le Québec et on rejoint 104 organismes qui eux offrent des services aux personnes proches aidantes. Donc, quelques statistiques pour commencer. C'est 56% des personnes proches aidantes qui travaillent, donc qui assument ces deux responsabilités-là, et ça représente à peu près un tiers des employés au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réduction des heures de travail, ça coûte 16 000 $ de revenus en moins par année pour les proches aidants. Et il y a à peu près 10% des personnes proches aidantes, surtout des femmes, d'enfants en situation de handicap, qui vont définitivement quitter le marché du travail, sachant que le soutien financier en arrière est très très peu disponible. Concernant la loi des normes du travail, au Québec, depuis 2018, il y a des autorisations d'absence de courte durée. Donc, vous pouvez vous absenter pendant 10 journées pour raison de proche aidant et 2 de ces journées peuvent être rémunérées par votre employeur. Vous pouvez fractionner ces journées en demi-journées, voire avec l'accord de votre employeur en heures. Par contre, un détail, si vous avez déjà pris vos 2 journées de congé maladie rémunérées, votre employeur n'est pas obligé de rémunérer vos 2 journées de congé pour proche aidant. Il est possible aussi que votre employeur vous demande une attestation de proche aidance. C'est à faire signer par un médecin, une infirmière ou tout professionnel de la santé qui est régi par un ordre professionnel au Québec. Et donc remettre cette attestation à votre employeur. Prenons un exemple, Monica est professeure dans un cégep, elle est la proche aidante de Jean qui a un trouble de santé mentale et qui a des difficultés à prendre les transports en commun, à être au milieu de la foule. Donc Monica l'accompagne régulièrement à ses rendez-vous, elle perd des heures de travail, 2 heures, 3 heures par-ci, par-là, et grâce à cette attestation et ses jours de congé, elle peut s'absenter sans craindre de perdre son emploi. La deuxième mesure qui existe dans la loi des normes du travail, qui n'est pas spécifique aux personnes proches aidantes, mais que vous pouvez utiliser, dans le fond, c'est l'étalement des heures de travail. Je vais tout de suite aller vers un exemple, ça va être plus clair. Vous êtes, par exemple, des parents d'un enfant en situation de handicap, vous êtes séparés, vous avez la garde partagée. Quand c'est vous qui vous occupez de votre enfant, vous faites 30 heures au lieu de 35 pendant 2 semaines, et quand c'est votre ex-conjoint, vous faites 40 heures au lieu de 35. Donc, à la fin du mois, vous avez l'équivalent de vos 35 heures de travail par semaine. Ça s'applique aussi si vous prenez soin d'un parent âgé entre 2 frères et sœurs et que vous partagez, dans le fond, la responsabilité. C'est sur un cycle de 4 semaines, il faut avoir l'autorisation de son employeur pour le faire et pour lui, ça veut dire que les semaines où vous faites 40 heures, vous n'êtes pas rémunéré en heures supplémentaires, c'est vraiment vos heures normales de travail. Et ça s'appelle donc l'étalement des heures sur 4 semaines. Donc ça, c'est ce qui existe dans la loi des normes du travail. Il existe aussi des absences, des autorisations d'absence pour longue durée. Je ne vais pas vous en parler spécifiquement ce qui est dans la loi des normes du travail parce que dans le fond, ces autorisations d'absence-là, elles permettent d'aller chercher les prestations canadiennes de congés pour proche aidant. Il y en a 2. La première, c'est donc la prestation canadienne de congé pour proche aidant qui vous permet d'avoir 55% de votre salaire pendant 15 semaines si vous vous occupez d'un adulte et 35 semaines si vous vous occupez d'un enfant. Il faut que la personne dont vous vous occupez est gravement malade ou gravement blessée. C'est pas nécessaire qu'elle soit en fin de vie, mais c'est nécessaire que le médecin ou l'infirmière fasse un certificat médical démontrant que sans la présence d'un proche, le pronostic vital va évoluer défavorablement ou que la personne n'est pas en mesure de s'occuper de ses propres besoins de base. Par exemple,
Manuela et Vincent sont les parents d'une fille de 17 ans qui a un accident de vélo, fait un traumatisme crânien. À sa sortie de l'hôpital, elle a encore besoin qu'on s'occupe d'elle pour faire à manger, lui donner quelques soins, des médicaments, l'aider à faire ses exercices de rééducation, s'assurer aussi que sa situation se dégrade pas. Donc, ses parents peuvent d'ailleurs se partager cette prestation-là et décider de faire 20 semaines l'un et 15 semaines l'autre. Deuxième exemple, Jean est en couple avec Xavier. Xavier a été diagnostiqué il y a quelques années avec une sclérose en plaques. Normalement, vous ne pouvez pas utiliser cette prestation-là dans le cadre d'une maladie chronique. Sauf que là, la situation de Xavier, son état se dégrade. Jean a de plus en plus besoin d'être à la maison. Il loupe des journées de travail. Il doit l'aider sur de plus en plus de tâches. Et donc, dans le fond, il y a une situation particulière qui vient de se mettre en place et Jean peut aller chercher un certificat du médecin démontrant que les besoins sont là et donc obtenir cette prestation canadienne pour 15 semaines. Ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour les semaines suivantes, mais ça permet justement d'avoir le temps de trouver certaines solutions. De 3 particularités, vous pouvez demander cette prestation si la personne dont vous vous occupez n'habite pas au Canada. Par exemple, vous devez rentrer au Maroc pour vous occuper de votre mère qui a Alzheimer avec un mot du médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée ou l'équivalent en tout cas marocaine. Vous pouvez avoir cette prestation-là de 15 semaines. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez partager cette prestation entre plusieurs personnes, plusieurs proches aidants. Et si vous êtes travailleur autonome et que vous avez cotisé spontanément à l'assurance emploi, que vos revenus diminuent de 40%, vous pouvez donc demander cette prestation. N'hésitez pas à la demander, elle est très peu utilisée et c'est vraiment dommage. La seconde prestation du gouvernement fédéral, c'est la prestation de compassion. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment la personne dont vous vous occupez est en fin de vie. Vous pouvez encore avoir 55% de votre salaire. Cette fois, c'est pour 26 semaines et il faut dans le fond un certificat médical ou d'une infirmière praticienne spécialisée qui dit que le risque de décès pourrait survenir dans les 6 prochains mois. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la dernière minute pour demander cette prestation-là. Vous pouvez aussi la découper, c'est-à-dire sur 52 semaines dans l'année, prendre 10 semaines à un moment ou un peu plus tard et voilà. Et vous pouvez la partager entre plusieurs personnes proches aidants. Par exemple, Olga, sa maman Jeanne a la maladie d'Alzheimer. Olga habite avec Jeanne pour s'en occuper sur les soins palliatifs, sur l'aspect émotionnel, l'aspect d'hygiène, etc. Et elle a dû donc déménager chez elle. Elle est constamment auprès de sa maman. Dimitri, le frère d'Olga, habite à Rimouski. Lui aussi aimerait passer du temps avec sa maman et l'aider. Donc, ils se partagent les semaines. Olga va prendre 20 semaines et Dimitri va prendre les 6 semaines restantes. Au moment du décès de Jeanne, Clara, la sœur d'Olga et Dimitri, veut assister aux funérailles. Et donc là, il existe dans la loi des normes du travail du Québec, cette fois, 5 jours d'absence autorisés pour le décès d'un proche, dont 2 jours qui peuvent être rémunérés. Il faut que ça soit un membre de la famille immédiate. Si c'est un membre de la famille éloigné, il y a moins de jours d'absence et ils ne sont pas rémunérés. Je vais aborder avec vous comment justement aborder ce sujet-là avec votre employeur ou votre supérieur immédiat. Les 5 étapes clés. La première étape, c'est de lister les différents besoins que vous avez. Réduire vos heures, réduire la charge de travail, avoir une meilleure écoute de vos collègues ou votre supérieur immédiat, etc., etc. Faire plus de télétravail. Vraiment lister tout et sélectionner les 3 principaux. Gardez-les bien en mémoire pour les amener en négociation dans le fond. La deuxième étape, c'est de vous renseigner. Qu'est-ce qui existe dans votre entreprise, dans la convention collective, dans les politiques de conciliation, famille, travail qui peuvent s'appliquer à la proche aidance. La possibilité d'échanger des quarts de travail avec vos collègues, d'avoir un lieu fermé pour passer des appels médicaux pendant vos heures de travail, etc., etc. Donc faites la liste de ce que vous avez besoin, de ce qui existe. La troisième étape, c'est de déterminer quelles informations vous aurez à transmettre à votre employeur concernant votre situation, le lien que vous avez avec la personne que vous aidez, sa situation de santé, les services que vous recevez ou que vous ne recevez pas comme soutien.
Faites attention là-dessus, vous n'êtes pas obligé de tout transmettre les informations. C'est confidentiel, surtout dans les petits milieux par exemple, où dans le fond, si votre conjoint est malade, tout le village sait qui est votre conjoint, il n'a peut-être pas envie que tout le monde soit informé de sa situation de maladie. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout dire, votre employeur ne peut pas vous obliger, et surtout pas ce qui dépasse le cadre de la relation de proche aidance. Mais c'est important pour vous de savoir, de bien lister tout ça et de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à dire, d'en discuter avec la personne que vous soutenez. Là, à ce moment-là, c'est une bonne chose de commencer à prendre rendez-vous, prévoir en fait d'avoir l'attestation de proche aidant signée par un professionnel de la santé. Elle est disponible sur le site du Regroupement des aidants naturels du Québec ou sur le site de la CNE-SST. La quatrième étape, c'est de déterminer le bon moment où vous voulez parler à votre employeur. Par exemple, si vous travaillez dans un magasin de jouets, ce n'est pas les semaines d'avant Noël qui sont le bon moment. Vous êtes mieux d'attendre après si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence. C'est pour ça qu'il est très 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 important de ne pas attendre d'être dans une situation d'urgence pour en parler avec votre employeur et avoir un plan d'action, des accommodements déjà établis. Sinon, vous serez dépassé par les événements, vous n'aurez pas le temps d'en parler à tête reposée et vous n'aurez pas eu le temps de lister vos besoins. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Si vous n'êtes pas donc dans une situation d'urgence, prévoyez un bon moment pour l'entreprise, un bon moment pour vous, prévoyez 1 heure de rencontre et informez votre employeur du sujet de la discussion pour que lui aussi ait le temps d'aller se renseigner sur les lois des normes du travail, sur ce qui existe dans l'entreprise, sur ce qu'il peut faire, sur les bonnes pratiques qui sont faites par d'autres entreprises. Et la 5e et dernière étape, dans le fond, c'est le moment de l'entretien. Donc, la première attitude à avoir, c'est vraiment une attitude de transparence. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une question, vous ne souhaitez pas répondre, dites-le clairement, que vous jugez que ceci est confidentiel ou que ça n'a pas rapport avec la situation. C'est mieux d'être franc plutôt que de faire des tournées, avoir une langue de bois parce que vous ne vous sentez pas à l'aise. Ça va mettre un meilleur climat. La deuxième attitude, c'est dans le fond être en mode solution, en mode contrepartie et compromis. Qu'est-ce que vous pouvez amener à l'entreprise en échange de demandes d'accommodement et est-ce que vous pouvez aller à la moitié du chemin de la solution que vous auriez eu besoin. Par exemple, vous souhaiteriez 3 jours de télétravail, on vous en propose que 2. Gardez-vous le droit, dans tous les cas, de valider ultérieurement une mesure. Par exemple, de vérifier l'impact financier que ça aura sur votre famille et de revenir auprès de votre employeur en disant oui ou non à cette mesure-là. Mettez-vous d'accord dans cette rencontre-là avec votre employeur sur 2 principes. Le premier, c'est que ces accommodements-là peuvent évoluer dans les 2 sens et pour les 2 parties. Ça veut dire que vous avez un rush ponctuel dans votre entreprise, vous acceptez de mettre en pause vos accommodements pour aider votre entreprise. Inversement, la situation de la personne que vous aidez évolue, donc soit devient plus dramatique, soit au contraire s'améliore et vous avez besoin de plus ou moins d'accommodement. Le deuxième principe, c'est la communication avec les autres membres dans l'entreprise. Quelles informations seront transmises à vos collègues ou à vos supérieurs immédiats? Donc, est-ce que vous êtes à l'aise de communiquer ou pas? Qui va faire cette communication-là et comment? Fait que voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous vous sentez en confiance pour aborder ce sujet avec vos employeurs, voire même avec vos collègues, parce que c'est dans le fond la première étape pour une meilleure conciliation proche aidance-travail. Dans tous les cas, il existe des organismes qui peuvent vous offrir du soutien pour tous les aspects de la proche aidance. N'hésitez pas à les consulter et vous pouvez aussi aller sur le site du RANQ au www.ranq.qc.ca pour avoir de l'information sur vos droits ou sur la loi des normes du travail ou des documents justement à ce sujet-là. Merci et bonne continuation.